C'est très compliqué, encore une fois, d'avoir une valeur ajoutée face à la machine. Et je ne rencontre en ce moment que des cabinets d'avocats, de conseils ou même des entreprises qui disent qu'ils ont énormément réduit leur embauche de juniors parce qu'objectivement, c'est eux qui sont d'abord les premiers remplacés par l'intelligence artificielle. Mais comment aurons-nous des seniors dans 25 ans s'il n'y a pas de juniors qui montent tranquillement l'escalier? Ce qui est la question à plusieurs milliards de dollars, puisque vous avez derrière non seulement un problème économique, mais un problème social sans aucun doute. Imaginez la tension sociale. Vous avez déjà une inégalité intergénérationnelle terrible avec le système des retraites. En France, imaginez si demain, dans le monde, massivement, les jeunes formés arrivent, ils n'ont plus accès déjà au logement facile, ils n'ont même plus accès au logement et même plus accès aux emplois, même s'ils ont fait les études, c'est explosif. Là, pour le coup, ils vont faire la révolution. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Contact en compagnie de Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes essayiste, vous êtes à la tête d'un think tank, Sapiens, vous enseignez la gestion d'entreprise à Bordeaux, vous êtes économiste de formation. Oui. Et puis vous avez signé quelques livres. Alors c'est notre ami commun, Emmanuel Le Chypre, qui m'a dit « Il faut absolument que tu lises Babot », ce que j'ai fait et je lui suis reconnaissant parce que ma foi, vous êtes à la frontière de plusieurs de mes sensibilités et j'ai lu les 2 derniers livres que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, que j'ai lu comme un diptyque. Alors, vous me disiez, vous, il y aurait même le précédent et on oui, aurait un mais triptyque. celui d'après, en fait. Mais souvent, vous savez, les livres se suivent comme une Alors, pelote qu'on tire. Mais il y a une cohérence, en Ouais. tout cas, entre la tyrannie du divertissement et puis ne faites plus d'études. Alors ça m'a parlé, moi qui suis un drop-out pour parler en nord-américain, qui a jamais réussi à terminer son cycle d'études universitaires. Non pas merci parce que c'est une validation a posteriori, mais merci parce qu'il y a des intuitions très fortes. Alors, d'ailleurs, vous le dites dans ce dernier, Ne faites plus d'études. Vous l'avez coécrit avec Laurent Alexandre. Alors, on a 32 ans d'études supérieures à nous deux, 12 diplômes, 2 doctorats, 5 grandes écoles. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, ça pèse pas lourd. Oui, on a adoré nos années d'études. Hein. Chaque fois que je passe devant la Sorbonne, j'ai toujours un pincement au cœur. C'était il y a 30 ans. C'est à côté. Et moi, c'est à côté, de là où on est en train d'enregistrer. Et à chaque fois, c'est plein de souvenirs qui remontent. Ces souvenirs où je rentrais dans toutes les librairies, où on passait des après-midi à lire des livres sans toujours les acheter parce que c'était quand même un peu cher. Où on rentrait aussi dans tous les amphis qui étaient ouverts. J'allais assister à Alors, j'avais des cartes d'étudiants. Je faisais du droit, de la philosophie, de l'archéologie. Et puis, j'étais quand même dans une école de commerce parce que, ma foi, il faut bien vivre. Et j'avais une visée professionnalisante. Hein. D'ailleurs, vous aviez déjà professeur une nous vision disait- de ce qu'il fallait aussi peut-être penser à quelque chose de plus concret ou pratique pour gagner votre vie? Oui, d'ailleurs, les professeurs nous le disaient en philosophie, ils disaient attention, hein, il faut que vous ayez un projet professionnalisant. C'est très dur de vivre de la philosophie. Donc, je faisais des études Quelle de commerce. intuition! Très, très bonne intuition. Et évidemment, je faisais des études de commerce, mais qui étaient quand même, évidemment, à côté, pas très intéressantes et qui nourrissaient moins. Mais j'avais conscience qu'il fallait qu'il y ait quand même derrière, il y avait un point d'atterrissage professionnel. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer profondément. Le monde a changé. À l'heure où on parle, on n'est pas encore aux 3 ans de l'arrivée de ChatGPT 3.5. Et pourtant, ça a profondément changé le monde. L'intelligence qui était le truc le plus rare, qui prenait une trentaine d'années à se former, tout le monde n'arrivait pas au même niveau. Et puis, on se fatigue vite. On a une bande passante aussi qui est assez lente. Ce truc-là, tout d'un coup, est devenu une commodité. C'est-à-dire quelque chose qui est disponible gratuitement. On ouvre un robinet, il y a de l'intelligence. Et ça change évidemment de l'économie et puis le régime de la façon, notre régime de rareté par rapport à cette intelligence et donc au monde économique. Voilà, c'est ça. Alors, dont on vous parle. dites ça change l'économie. Je dirais que c'est non pas une banalité, mais on s'est résigné à ce que nous allions être bousculés par l'IA. Vous ajoutez, je pense, une couche à notre compréhension des enjeux. Alors, on se dit à l'horizon peut-être qu'on deviendra nous-mêmes obsolètes comme travailleurs. Spécialement dans des activités plus symboliques. C'est clair que les travailleurs ouvriers ont peut-être encore un plus grand avenir. Mais là où vous avez une variable importante, c'est cette idée que le diplôme, en fait, c'est comme un boulet qu'on traîne. C'est du temps presque perdu puisque les choses, aujourd'hui, vont plus rapidement que l'enseignement nous rend compétents. Est-ce que ça fait sens, ce que je dis? Oui, c'est ça, le diplôme, c'est un indicateur statique. À un moment donné où il faudrait aller vers la compétence, qui, elle, est beaucoup plus dynamique, parce que la compétence, elle doit
tout le temps s'entretenir. Il y a plein de critiques du diplôme qui avaient été écrites bien avant l'IA, hein, Kaplan, je crois notamment. Enfin, on explique que c'est un signal social, c'est un signal un petit peu commode pour les entreprises de productivité, puis ça montre que vous êtes capable d'arriver à l'heure aux examens, et puis de satisfaire Signe de à des conformité, demandes. alors? Oui, même, bon, on l'a beaucoup reproché d'ailleurs, de conformité, quelque part même de soumission, en fait. Hein, voilà, vous êtes capable de dire ce qu'on attend de vous, donc vous allez être un salarié. Mettons, pour le prendre du bon côté, c'est un petit signal qui montre que vous êtes capable d'apprendre quand on vous demande d'apprendre certaines choses, mais c'est tellement limité, et puis surtout, c'est parfois tellement en décalage par rapport à ce qu'on est obligé d'apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent avoir des diplômes d'ailleurs de très bon niveau, qui ont beaucoup de mal à avoir une valeur ajoutée face à la production de la machine. Ça veut dire qu'il faut repenser complètement la capacité à être complémentaire des machines, et c'est évidemment les enjeux essentiels dont on peut parler aujourd'hui. Il y a des travaux qui vont être complémentaires, qui vont échapper à la machine pendant un moment. Vous avez parlé des ouvriers, peut-être qu'à terme, malheureusement, les robots humanoïdes vont arriver, aussi mais capables. on pourrait dire au moins le spectacle vivant, puisque ce sera toujours des êtres humains, les métiers du soin, les métiers du lien, les métiers où on va acheter le fait que c'est une personne vivante qui fait le travail. Mais mis à part ça, de plus en plus, et en particulier dans des métiers tertiaires, vous allez être en compétition avec une IA qui va faire en quelques secondes ce que vous pouviez faire en quelques semaines. C'est marrant parce que depuis quelques années émerge cette idée de l'intelligence émotionnelle. Et plusieurs en riaient en disant oh, c'est quoi cette intelligence émotionnelle? Et finalement, si tant est qu'elle existe ou qu'on puisse la mesurer, c'est peut-être aujourd'hui l'avantage compétitif, c'est-à-dire le relationnel. Exactement. Qui ne sera pour l'instant pas remplacé par la machine. Sinon, qu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui consultent l'IA plutôt qu'un psy. Oui, et je crois que c'est un jeune Américain sur 4 qui l'utiliserait, sa ChatGPT. Il y a 1 milliard de personnes qui utilisent ChatGPT aujourd'hui, quasiment dans le monde, sur 8 milliards d'habitants. C'est absolument énorme. Ce serait un quart des jeunes aux États-Unis qui l'utiliseraient dans un mode un peu relationnel, de confident, voire un peu plus. C'est fou, d'ailleurs, la rapidité avec laquelle on a pris cet outil-là. Hein. Votre statistique, d'ailleurs, je ne vous interromps pas, mais je pense qu'elle est importante. Vous rappelez qu'on a mis 300 000 ans à dominer le feu. Oui. C'était il y a 400 000 ans, le feu. Il y a 400 000 ans, c'est ça? À peu près, oui. Et on a aujourd'hui, en quelques années, réussi à faire en sorte que l'intelligence artificielle soit notre ordinaire. Mais on parle de quelques années pour y arriver. Ce qui est très frappant dans l'évolution de notre rapport aux technologies, c'est d'abord que Homo sapiens est un être technologique, c'est-à-dire que la technologie nous a transformés, et puis nous-mêmes nous avons transformé le monde grâce aux technologies. Par exemple, les fruits, les chiens, les animaux d'ailleurs domestiques sont des animaux qui ont été transformés par des technologies de sélection. Les fruits n'existaient pas, et même les légumes évidemment, de façon telle qu'on les consomme aujourd'hui, c'est des constructions humaines. De la même façon, nous avons été changés par la technologie. Le feu a changé la taille de notre cerveau, on a changé aussi notre corps parce qu'on a des technologies comme les vêtements, etc. Donc ça, une histoire qui a toujours existé, mais ce qui est très frappant quand on regarde l'histoire des révolutions, c'est qu'elles sont de plus en plus courtes et qu'il y a une forme d'exponentielle dans le rythme. C'est ce rythme d'évolution qui est de plus en plus rapide qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une révolution dont les effets se font sentir quasiment jour par jour. Ce matin, il y a un nouveau modèle de ChatGPT 5 qui est 5.1 avec beaucoup de nouveautés. C'est quasiment tous les jours qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une évolution très notable. Le monde change sous nos yeux. Voilà. J'ai eu à l'émission, il n'y a pas très longtemps, je le cite souvent, Samuel Vessière, anthropologue, qui a écrit Homo fragilis et qui ne fait pas l'hypothèse, c'est assez avéré, qui explique que la taille du cerveau humain est surdimensionnée par rapport à d'autres espèces, ce qui rend évidemment l'accouchement difficile. Oui. Et que nous nous développions en dehors du ventre de notre mère longtemps. Peut-on imaginer, c'est de la science-fiction, et j'ai absolument pas pensé à cette question avant que vous me répondiez, mais peut-on imaginer qu'à terme, la taille du cerveau rétrécisse parce qu'on ne sera pas appelé à être plus intelligent, mais au contraire à mettre à profit des machines qui penseront pour nous beaucoup? Il n'y a pas en tout cas d'inéluctabilité du progrès humain. Il y a des régressions civilisationnelles possibles, et puis il y a des régressions biologiques qui sont tout à fait possibles. Les technologies ont toujours cet aspect dual. Elles nous augmentent en même temps qu'elles nous atrophient. Je donne toujours cet exemple. Quand les paléoanthropologues montrent que quand on a développé la lance composite et l'arc, on a perdu en masse musculaire. Avant, on avait une puissance qui était celle des grands singes, en fait. On était extrêmement puissant, forcément, parce qu'on était dans la nature, il fallait se battre. On n'avait que ces armes-là. D'ailleurs, on était charognards au tout début, puis après, on a développé des techniques de chasse. Le jour où on a eu ces outils,
On a perdu en masse musculaire parce qu'il n'était plus nécessaire de courir aussi vite. On avait des techniques. Ces techniques, elles ont toujours été développées aussi pour nous aider à pallier cette atrophie liée aux techniques, si vous voulez. Donc les technologies et les techniques nous permettent de régler les problèmes nés des technologies, un peu comme les lunettes nous permettent de régler les problèmes nés du fait qu'on est trop sur nos écrans et puis qu'on n'a plus la sélection autrefois darwinienne qui faisait que les gens qui voyaient mal mouraient. Donc on a sélectionné les gens qui avaient une bonne vision. Tout ça, évidemment, a été détruit. Grâce aux technologies, nous pouvons y suppléer. Il est tout à fait possible, et c'est une des craintes qu'on peut avoir objectivement aujourd'hui, qui est que les technologies sont arrivées à un tel point de perfection que nous n'aurons plus besoin de faire d'efforts et que nous allons nous laisser atrophier, en tout cas une partie d'entre nous. Il y a là un scénario dystopique qui se dessine où il y aura ceux d'entre nous qui, alors ça nous amènera peut-être au précédent livre, qui investissons beaucoup dans notre compétence par-delà la machine, et tous ceux qui pourraient être largués parce qu'ils ne feront pas l'effort de garder, appelons ça, la forme. Avec deux humanités. Une humanité accompagnée peut-être par la technologie et une humanité qui ne sera plus franchement dans le coup. Est-ce que ça se dessine? Et ça me renvoie au premier livre, je le disais, La tyrannie du divertissement, où vous faites l'hypothèse que aujourd'hui, ce qui distingue les nantis des moins nantis, ce n'est pas que leur capital au sens du sonnant et trébuchant, mais c'est leur gestion des loisirs. Oui, c'est la façon dont on va avoir une discipline de soi dans son temps libre, une discipline de l'occupation de soi afin qu'elle vous augmente et qu'elle évite de vous diminuer. C'est le scénario Idiocratie, le risque, de ce film qui est un film qui est sorti il y a quelques années, mais qui est en fait extrêmement violent, expliquant que le risque, c'est qu'il y a une sorte d'abrutissement collectif. La fabrique des imbéciles, vous dites? Oui, le film s'appelle vraiment Idiocratie. Mais dans le livre, vous référez à un moment donné au risque de fabriquer... Fabrique des crétins, oui, effectivement. En tout cas, le fait que d'ailleurs notre QI baisse, le QI des étudiants baisse, et puis notre QI collectivement diminue. Après, il y a plein d'effets. Gérald Bronner, avec qui vous étiez il y a quelques jours, me dit le contraire. Il me dit c'est fake news. Mais bon, c'est à discuter. Vous pourrez le week-end prochain peut-être en parler. On pourra en parler, mais il y a un vrai débat sur ce sujet. Mais je crois vraiment qu'il peut y avoir cet effet-là. C'est ce qu'on explique sur l'effet des technologies, ce qu'on appelle l'effet Cyrano. Dans le Cyrano de Rostand, les ailes du moulin peuvent vous envoyer dans la boue ou dans les étoiles. Il y a cet aspect très binaire, très bipolarisant dans les technologies. Soit vous l'utilisez comme levier pour travailler, comme coach, comme sparring partner pour être meilleur, pour apprendre des langues, pour approfondir, pour pratiquer ce qu'on peut appeler l'ascolé, ce qu'on appelait autrefois l'ascolé, c'est-à-dire le grec loisir, qui a donné le mot loisir, le loisir studieux, c'est-à-dire l'occupation qui vous augmente, soit physique, soit mentale, soit vous l'utilisez au contraire comme prothèse, pour vous réduire, pour empêcher, pour vous dispenser de faire l'effort cognitif ou physique. Exactement comme la sédentarité vous réduit physiquement, eh bien vous avez une forme de sédentarité intellectuelle qui fait que vous allez éviter de faire l'effort et de plus en plus déléguer à la machine. Et là, l'effet est terrible. Donc, on peut prévoir qu'il y aura une forme de dualisme parce qu'effectivement... Je pense que c'est bien amorcé. C'est probablement amorcé. Je ne sais pas si c'est vraiment tout à fait visible, mais j'essaye dans le livre de montrer qu'il y a plein de statistiques qui montrent la chute de la lecture, par exemple, et puis des effets objectivement abrutissants, qui d'ailleurs conduisent à une forme de mal-être. On pourrait imaginer qu'on devienne collectivement bête mais heureux, mais malheureusement, non. On ne sera pas des crétins heureux, non, c'est des crétins en plus malheureux. Le concept de l'imbécile heureux, c'est pas notre horizon indépassable. Non, c'est peut-être une vision évangélique, heureux les pauvres d'esprit, parce que n'est-ce pas, le royaume des cieux est à eux, mais malheureusement, en pratique, cette passivité et cet amoindrissement, cette atrophie, elle va de pair avec beaucoup de malheur, beaucoup au sens où l'opposé du bonheur, de dépression, d'ailleurs de consommation de drogue, d'alcool et de signes de mal-être mentaux. J'ai été passionné par la lecture du livre parce que vous faites une histoire de notre rapport au temps libre. Oui. Il n'y a pas si longtemps, nous n'avions pas temps libre et cette idée qu'on puisse se libérer était perçue comme un gain absolu. Or, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Avant d'arriver au cadeau empoisonné, et d'ailleurs à ce renversement que j'avais jamais soupçonné. C'est-à-dire que ce sont les plus riches, les mieux nantis qui aujourd'hui travaillent le plus. Oui. On dit souvent les 1% détiennent 60-70% de la richesse mondiale et vous arrivez, vous, avec une espèce de contre-chiffre. Il y a 1% des gens qui font 60% du boulot. Oui. Mais alors, avant d'arriver à ce monde, j'annonce un peu le programme, on retourne en arrière.
Le paléolithique. Allez-y, le Oui. pitch En fait, pour cette frise historique qui nous mène à aujourd'hui et notre rapport au temps à travers ça. c'est tout simple. Il faut rappeler que la révolution néolithique, c'était il y a 10 000 ans. Le néolithique, la nouvelle pierre, c'est quand on a commencé à élever et à planter. On est devenu sédentaire, alors qu'avant, on était mobile, on était par groupe de 100, on était des chasseurs-cueilleurs, foragers, on dit en anglais, des fourrageurs d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un mot français. Oui, on fourrageait. Fourrageurs, ouais, c'est ça. Donc, chasseurs-cueilleurs, c'était il y a donc plus de 10 000 ans. Et en fait, entre 20 000 ans et 40 000 ans ou 50 000 ans, c'était pas fondamentalement différent. On a été pendant très longtemps des chasseurs-cueilleurs. D'ailleurs, on a toujours un cerveau et un corps de chasseurs-cueilleurs. Cette vie de chasseur-cueilleur était une vie où on ne travaillait pas beaucoup au sens Le fait moderne. d'avoir ce corps et cet esprit de chasseur-cueilleur a-t-il ou aura-t-il dans notre histoire un impact sur notre vulnérabilité? Énorme, Ok. puisque évidemment, J'ouvre nous la sommes dans un parenthèse monde pour qui n'est qu'on pas adapté à notre cerveau et à notre corps. Ok. Voilà. Alors, j'ouvre la parenthèse pour qu'on y revienne. Absolument. Donc on marchait 20 km par jour. Il faut 1 km² pour nourrir un chasseur-cueilleur. Il fallait beaucoup marcher. Il faut se déplacer. Tu es obligé, puisque tu ne peux pas trouver sur place suffisamment de choses pour nourrir ton groupe humain. Tu as un enfant tous les 4 ans. Et en fait, tu ne travailles pas énormément. Ce que montrent toutes les recherches en paléoanthropologie et anthropologie, ou les études d'ailleurs anthropologiques qui essayent de montrer comment que les gens d'aujourd'hui pouvaient vivre probablement dans certaines tribus comme on vivait il y a 50 000 ans, dans certaines tribus amazoniennes par exemple. On se rend compte qu'en fait on travaille, mettons que c'est la semaine des 2 jours, on travaille 1 à 4 heures par jour. En fait, la subsistance n'est pas quelque chose qui va occuper toute votre vie. Ce qui est toujours frappant quand je dis ça à mes étudiants qui aujourd'hui conçoivent qu'ils vont devoir pour gagner leur vie travailler 8 heures, parfois beaucoup plus par jour, mais dans leur vie active en fait, pour arriver à gagner leur vie. Donc c'était une vie oisive. La société des loisirs C'était une avant. société des loisirs. Mais est-ce que c'était loisir au sens moderne? Pas Non. vraiment. Dans la mesure où on n'était pas un individu, on était une personne, c'est-à-dire le membre d'un groupe qui ne pouvait pas vivre en dehors du groupe. On est toujours à quelques mètres de quelqu'un d'autre. Et puis surtout, on est soumis à des règles qui font que, on voit très très bien ce que montre Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, voilà, Lévi-Strauss, qui montre très très bien que les sociétés primitives ou premières sont les sociétés percluses de règles. En fait, vous vivez dans des règles, vous n'êtes pas maître de vous-même, vous êtes soumis à des règles de groupe extrêmement fortes. Donc il n'y a pas de loisir au sens moderne où c'est vraiment le temps arbitrable. On peut être oisif, mais pour autant, c'est pas du loisir. Voilà, exactement. On est oisif, mais c'est au sens où on n'est pas libre de ce qu'on fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est très déterminé, c'est très prescrit. C'est pas du tout le loisir de celui qui aujourd'hui se met sur son canapé et peut exactement faire ce qu'il veut. Sortir, lire ce qu'il veut, avoir quelle activité, être en relation, pas en relation. Donc ce loisir, il est en fait très moderne et malheureusement, on a connu à partir du néolithique 10 000 ans de grandes nuits du loisir, puisque pendant 10 000 ans, malheureusement, on a bossé énormément. On a perdu. On n'avait pas le temps libre. Est apparu des formes d'inégalité, des formes de travail très dures, d'ailleurs physiquement, qui a culminé au 19e siècle. J'allais dire, révolution industrielle, c'est probablement le moment le pire du pire. Où il y a la plus grande aliénation. D'ailleurs, Marx invente rien. Il constate simplement ce qui est autour de lui, le monde réel. C'est tout à fait vrai. Vous savez que pendant le Moyen-Âge, on avait jusqu'à 150 jours fériés, parce qu'il y avait énormément de fêtes religieuses, la fête du Saint-Patron, de votre employeur. Enfin, il y avait énormément de fêtes. Tout ça a été brisé au moment de la Révolution française, en France notamment, puis après ailleurs, où on a brisé les corporations, cette organisation traditionnelle et religieuse du travail. Et donc, on a au bout d'un moment travaillé tout le temps. Il n'y avait même plus de dimanche à un moment donné. On pouvait travailler jusqu'à 4000 heures par an. Aujourd'hui, c'est à peu près 1600 quand vous travaillez, vous êtes actif. 4000 heures par an dans une vie qui était très courte d'ailleurs. Vous travaillez jusqu'à votre dernier souffle, au sens propre. Il n'y avait pas tellement de retraite prévue, c'est venu très tard. La retraite, c'est un système qui a été inventé très tard. Donc en fait, on travaillait tout le temps. Et une fois qu'on l'a obtenu, à tout le moins ici en France, on lâche pas le morceau. Ah là, on lâche pas le morceau. D'ailleurs, c'était pas tellement conçu pour être une deuxième vie. Quand on a fixé les 65 ans en 1945, c'était parce que c'était l'espérance de vie. C'était une assurance vie, en fait. Une assurance si vous viviez encore au-delà de l'espérance de vie moyenne. Oui, et qui était à l'époque calculé, je ne dirais pas en mois, mais en petit nombre d'années. Or, aujourd'hui, on a ajouté 20, 25 ans de vie utile. Et sur une échelle de 50, 75 ans, très rapidement. Exactement. C'est devenu en fait une deuxième vie qu'on attend après la vie active. Mais ce n'était pas pensé comme ça. C'était même économiquement, ce n'était pas du tout l'équilibre originel. Donc, derrière le 19e siècle, il y a
inéluctablement le 20e, avec un changement quand même qualitatif dans les choses. Exactement. Alors surtout la deuxième moitié, mais c'est un texte très connu de Keynes qui a eu une préscience formidable dans les années 30. Il faut qu'aller dans les années 30. Il a vu qu'on allait vers une civilisation des loisirs. Il fallait quand même le voir dans les années 30. Il fallait être un génie comme Keynes et avoir tout compris à la progression de l'économie pour le savoir. Et puis la deuxième préscience... On oublie que Keynes a écrit sur beaucoup d'autres choses que le seul marché. Oui. D'ailleurs, il s'intéressait à la probabilité. Initialement, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux probabilités, aux chances. C'était un génie authentique. Donc, années 30, on va vers une civilisation des loisirs. Donc, en fait, il avait vu ça 40 ans avant. Une civilisation où les loisirs, où le temps libre va augmenter extraordinairement grâce à la productivité. La deuxième chose extraordinaire, c'est que, dit-il, on ne peut pas voir sans effroi l'âge du loisir et l'âge de l'oisiveté. Pourquoi ? Parce que utiliser son temps libre, c'est très dur. Ça demande un savoir-faire extraordinaire et qu'on vous précipite dans le temps libre sans préparation, ce qui produit ce que j'appelle la tyrannie du divertissement aujourd'hui, c'est-à-dire que occuper son temps libre de façon intelligente, pour le dire très rapidement, c'est très très dur. Et on a été très peu préparé. Or, c'est un horizon pour plusieurs indépassables, et peut-être indépensable. Le lapsus est intéressant, mais on en rêve sans pour autant être capable d'en tirer les dividendes. En fait, on n'a pas interrogé ce qu'est le loisir. On l'a pris comme étant quelque chose de bien en soi. Le travail étant mal, en particulier dans la vision marxiste, la libération du travail était forcément quelque chose de positif. Le travail étant associé à l'aliénation absolue, on a fait du non-travail, du loisir, l'émancipation absolue, ce qui est une grande erreur parce qu'on peut s'aliéner aussi dans le loisir. C'est ce que j'essaye de montrer dans le livre La tyrannie du divertissement. Le loisir peut être très aliénant, en particulier quand il a été confisqué par l'économie de la confiscation de l'attention, les plateformes, dont le modèle économique, c'est de confisquer, avec succès d'ailleurs, votre attention. De faire de nous des crétins, parce que je reviens effectivement à l'expression fabrique de crétins. Il y a un projet d'abrutissement. Enfin, j'imagine qu'il n'y a personne qui, ensemble, il n'y a pas un complot autour d'une table où on s'est dit, tiens, on va abrutir l'humanité en même temps. Mais le résultat net, ça ressemble un peu à ça quand même. Je dirais plus que c'est un sous-produit. C'est un sous-produit du système, mais ce n'est pas le but du système en lui-même, même si un consommateur qui ne réfléchit pas peut être agréable. Mais disons qu'on n'a pas besoin que vous soyez intelligent. Tout ce qu'on veut, c'est que votre temps de cerveau disponible soit présent le plus longtemps possible sur la plateforme. Le sous-produit, c'est que ça vous abrutit parce que vous perdez votre temps dans le défilement de la mort, le fameux doom scrolling, comme on dit en anglais, ce défilement de la mort terrible qui a été inventé et qui fait que vous allez passer de shoot de dopamine en shoot de dopamine, puisqu'on a détourné en fait le mécanisme de récompense du cerveau de ce neurotransmetteur qui est la dopamine, qui était censé avoir d'autres fonctions autrefois dans l'état de nature, mais qui aujourd'hui a été détourné. C'est ce que vous avez quand vous avez un petit like sur les réseaux sociaux ou quand vous prenez un peu de chocolat, par exemple. Et ça me ramène à la parenthèse que je me suis permis d'ouvrir tout à l'heure en disant nos cerveaux de chasseurs-cueilleurs évoluent, eux, beaucoup plus lentement que notre capacité avec nos cerveaux de faire évoluer la technologie. Exactement. On a le même cerveau qu'il y a 10 000 ans. C'est-à-dire que le néolithique a été trop court, le temps est trop court pour qu'il ait vraiment évolué. Et donc, on a des logiques de cerveau de fourrageurs, de chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que quand il y a de la calorie, notre cerveau nous crie « Vas-y, prends-la » parce qu'on n'est pas du tout sûr du moment où tu vas en retrouver. L'état de nature, c'est vrai que c'était vrai, surtout quand on était charognard. Mais maintenant, malheureusement, les calories, elles sont disponibles infiniment. Il y en a beaucoup trop, ce qui crée l'obésité, en fait. C'est un décalage entre ce que nous crie notre cerveau et puis l'état de la nature. De la même façon que notre cerveau est une machine à économiser l'énergie. Toutes les opérations qu'il pourra s'économiser, il va le faire parce qu'il économise beaucoup, il en consomme beaucoup d'énergie. Il consomme 20 à 25% de notre énergie au repos, le cerveau. C'est un prix, c'est un luxe. C'est un luxe extraordinaire qu'on peut se payer, en particulier parce qu'on mange des aliments cuits qui sont plus faciles à digérer, par exemple. Et donc, ça nous permet d'avoir cette économie, ce cerveau extraordinaire. Mais ce cerveau, dès qu'il va pouvoir économiser quelque chose, exactement comme les muscles qui coûtent beaucoup, si vous ne les utilisez pas, ils s'atrophient. Pourquoi ? Parce qu'un muscle que vous n'utilisez pas, ça coûte, c'est une dépense d'énergie dingue. Donc le corps dit non, écoutez, si vous ne les utilisez pas, moi je vais atrophier ça parce que moi ça me coûte trop. C'est exactement pareil pour le cerveau. Et donc aujourd'hui, quand on vous propose de faire plein d'opérations cognitives, votre cerveau dit magnifique, je vais déléguer à votre téléphone portable la mémoire et je vais me laisser complètement happer par tous ces dispositifs qui vont me capter mon attention parce que j'ai mon attention de chasseur-cueilleur où pour arriver à
résister à la bête sauvage. Le moindre chose qui change est capté. Donc, vous avez été entraîné, votre cerveau est câblé pour remarquer et pour être happé facilement par les choses nouvelles. Et ça a été détourné par l'économie de l'attention. Et c'est un vrai paradoxe que ce cerveau qui est fourrageur soit capable d'accoucher d'une technologie qui le dépasse très largement. En fait, l'histoire de nos technologies, c'est des technologies qu'on a créées pour nous éviter des efforts. Depuis toujours, en fait. C'est des trucs pour nous permettre de nager là où on ne pouvait pas, d'aller sur l'eau, d'aller plus vite, de communiquer, et puis d'avoir plus de calories plus facilement. C'est ça, l'histoire des néolithiques. On a cru acheter la paix, quelque part, la tranquillité d'esprit, en ayant, puisqu'on avait les animaux, on n'avait plus à les chasser, ils étaient là, on les avait élevés directement. On a pensé qu'on était hyper malin. Pourquoi aller à la chasse quand on peut les avoir derrière la maison? On a pensé qu'on était hyper malin, et en fait, c'était malin, mais on n'avait pas vu qu'il y avait derrière des conditions terribles, ce qui fait qu'on allait avoir beaucoup plus d'enfants, donc plus de bouches à nourrir, donc il fallait beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'animaux et puis plus de calories. Ces calories, ça passe par l'agriculture. Or, l'agriculture, avant la révolution de la productivité, en réalité, il y avait plein de mauvaises récoltes. Donc, on n'est jamais autant mort de faim que depuis qu'on a eu le néolithique. C'est ça le paradoxe. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup plus d'humains, en fait. Mais ça, on pouvait pas le savoir. C'est la conséquence qu'on avait mal programmée. On n'avait pas anticipé. Ouais. Voilà, c'est un peu le contrat faustien. Je crois que c'est Harari qui parle de contrat faustien. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu qu'on vendait notre âme, en fait, avec ce néolithique. Et donc, on a mis 10 000 ans à ce que ça devienne une vraie bonne nouvelle, mais ces technologies, aujourd'hui, elles vont nous permettre d'éviter tous les efforts physiques, les efforts intellectuels, et donc on va pouvoir se laisser complètement aller, mais on oublie qu'on existe encore, et on est heureux, et on est dans le bien-être, y compris physique, qu'à travers l'effort. Ça fait un moment qu'on se rend compte, malheureusement, que la sédentarité est très mauvaise pour nous. D'ailleurs, le test, parce que vous parliez de calories qu'on va absorber même si on n'en a pas vraiment besoin, donc ça va résister au chocolat qui est sur la table ou au pot de Nutella. Oui, le pire. Voilà, mais en fait, cette idée, il y a une distinction dans l'humanité entre ceux, et je parlerai d'une aristocratie, capables de repousser la satisfaction, un peu comme on épargne pour la retraite. D'ailleurs, vous appliquez cette logique. On peut thésauriser en repoussant la satisfaction de toutes sortes de besoins. Et puis, il y a tous les autres qui ne résistent pas à leur envie, à leurs instincts, qui ne se brident pas et qui, demain, seront durablement, alors évidemment, je fais une caricature, mais les ploucs. C'est-à-dire que... Et avec d'ailleurs aucune volonté de les rescaper pour ceux qui sont dans le camp opposé. Oui, c'est l'histoire des différences sociales. Qu'est-ce que vous transmettez quand vous transmettez des différences sociales? Évidemment du capital économique, mais surtout du capital culturel, de la connaissance des réseaux, sans aucun doute, capital social. Et puis aussi, ce qu'ont montré les recherches, ce que vous transmettez, il y a une chercheuse qui s'appelle Garcia notamment qui a travaillé là-dessus, vous transmettez le sens de l'effort, c'est-à-dire une discipline de vous-même, un rapport au savoir, un rapport aussi à l'épargne de son plaisir. C'est toute la morale bourgeoise, sans doute très très influencée par la vision luthérienne et calviniste. L'idée, c'est que vous devez prouver votre salut divin par votre réussite, mais ici surtout, sur Terre. Exactement, mais surtout pas en en jouissant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des fruits de votre travail, il n'est pas question d'en jouir, il faut les réinvestir. Ils n'ont de sens qu'à travers un réinvestissement, d'où une sorte d'accumulation capitaliste. Ça, c'est la thèse évidemment de Max Weber dans Éthique protestante et fondements du capitalisme. Mais c'est aussi cette idée que vous ne devez pas vous faire plaisir, vous êtes là pour économiser votre plaisir, le thésauriser, l'épargner, pour faire plus de plaisir demain en quelque sorte, pour un plaisir de meilleure qualité. Exactement. Je m'affame aujourd'hui pour demain mieux goûter. En économie, l'épargne, c'est la consommation différée. C'est exactement ça. Vous allez épargner pour mieux consommer plus, pour avoir des intérêts dans votre consommation. Je vous cite. Le capital économique n'est qu'un puits au fond secondaire du patrimoine, car il reste subordonné à ce qu'on pourrait appeler un capital culturel. Donc, il y a quelque chose comme une accumulation de ce qui nous distingue et fait que nous formons les élites de demain, qui n'est pas que lié à l'argent que nous avons. En fait, et c'est la mauvaise nouvelle idéologique, parce que s'il s'agissait seulement d'argent, il suffirait de mettre un système fiscal ad hoc, et puis de faire la redistribution, et hop, on repartirait de zéro. Or, il y a plein d'expériences historiques de grandes remises à zéro sociales, enfin économiques, en Allemagne notamment, et surtout en Chine, où tout d'un coup, on a remis tout le monde à égalité. Et ce qui est très frappant, c'est que les familles dominantes, une génération plus tard, redeviennent les mêmes.
C'est-à-dire qu'on est reparti Il y a à zéro une d'un point de vue hérédité. économique. Donc, il y a une hérédité. Alors, qu'est-ce qui est héréditaire? Alors, Parce que c'est une grande horrible ce que question. vous dites. Ah non, mais alors, il y a une partie d'hérédité par exemple, l'intelligence est très génétique, beaucoup, et elle s'hérite plus tôt. Voilà. Donc, il y a déjà une partie de ça. Comme la taille, par exemple, ou d'autres choses. Mais on n'a pas besoin de supposer ça. Hein. On a besoin juste de supposer que dans la transmission, il y a aussi la transmission de techniques de réussite, si vous voulez. C'est-à-dire, mettons, le sens de l'effort pour le résumer. Le sens du travail, le sens de l'économie, certaines valeurs qui sont des valeurs qui vont être porteuses de réussite. Et il y a un mimétisme, donc si on était... c'est ce que vous transmettez à vos enfants, évidemment. Alors, ça peut être culturellement parce qu'ils nous voient, ils sont les témoins de notre manière de faire les choses, mais il y a peut-être aussi, probablement même, une hérédité qui fait qu'on est grand ou petit et qu'on est à même de reprendre les devants après une génération, alors que tout le monde avait été mis à niveau avant. Exactement. C'est ce que vous dites. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on montre même que l'énergie, même le fait d'être plus ou moins énergique, est quelque chose qui est très, très génétique. Voilà. Et je pense que c'est un avantage compétitif substantiel et sous-évalué que ce capital d'énergie. Décisif. Hein. D'ailleurs, ça pose des questions terribles parce qu'on n'est pas du tout à égalité face à la réussite, en réalité. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de réégaliser en transmettant aussi quand même, autant que faire se peut, du capital culturel à travers l'éducation, et puis du capital de savoir mettre à distance le plaisir. Mais ça, c'est le rôle de l'école parmi beaucoup de rôles qu'on lui donne. C'est pour ça que c'est vertigineusement difficile, en réalité. Et on verra si l'école est encore capable de répondre aux défis d'aujourd'hui. Le loisir bourgeois est l'application à la gestion de son temps libre des principes de l'épargne. C'est ce dont on parle. Mais quels sont ces loisirs bourgeois, bourgeois ou aristocrates, je ne sais pas, ou aristocratiques, qui les distinguent de ce que serait le mode d'abrutissement des autres? Eh bien, c'est l'opposition entre le divertissement et l'ascolé dont j'ai parlé, c'est-à-dire le loisir en grec, ou osium en latin, c'est-à-dire typiquement ce que faisait un riche romain comme Cicéron, c'est-à-dire ce que vous faites quand vous êtes assez riche pour ne pas travailler, c'est-à-dire toutes les activités qui vous augmentent, les activités où vous allez mieux vous connaître, progresser dans l'apprentissage de quelque chose, ou travailler à vos relations sociales. Et donc, ce sont exactement les différents types d'activités que vous allez travailler chez vos enfants, vous allez les envoyer au musée, vous allez les inscrire dans des rallyes pour qu'ils soient avec d'autres gens du même réseau, enfin Mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. C'est en fait d'ailleurs les parents de génération après génération évoluent dans ce qu'ils vont transmettre. À une époque, c'est telle langue, à une autre époque, c'est plutôt telle autre langue, c'est tel autre endroit. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà les codes que vous allez transmettre. Et c'est un ensemble de prescriptions. Ce qui est très drôle, c'est que la sociologie s'étonne toujours qu'il y ait reproduction sociale. Mais la reproduction sociale, c'est le problème numéro un, c'est l'enjeu. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est quand il n'y a pas reproduction. Il faudrait mieux étudier les moments où ça rate. Peut-être qu'on apprendrait beaucoup plus que quand ça réussit, parce que c'est la façon naturelle d'évoluer pour les choses. Mais diriez-vous que l'ascenseur social est un mythe qui permet de lubrifier les rapports très difficiles entre classes, c'est-à-dire cette illusion peut-être, alors je ne sais pas si c'est l'illusion, aux États-Unis ça a fonctionné un temps, mais est-ce que l'ascenseur social est opérant? Ou au contraire, il y a une espèce d'endogamie chez les gens qui ont ce type de vie qui fait en sorte que ça se passe qu'entre eux et que finalement, il y a très peu de touristes qui viennent les visiter. Des touristes d'en bas. Alors, la mauvaise nouvelle idéologique, c'est qu'en effet, il y a une endogamie, il y a une très grosse viscosité, il y a énormément de dispositifs, naturellement, qui sont là pour faciliter la reproduction. Et comme on l'a dit, la génétique n'aide pas. Et donc, il y a beaucoup de choses qui font que... Ça choque quand vous dites ça? Oui, bien sûr, c'est même un scandale. D'ailleurs, la gauche ne l'accepte pas. Hein. Pour elle, il y a absolument rien. Il y a une opposition très, très forte à toute l'idée que... vous savez, c'est l'idée de blank slate de Pinker, qui critique justement l'idée que on serait tous des tables rases et qu'il suffirait de nous remettre à zéro et donc on est potentiellement tous les mêmes. Non, malheureusement, c'est pas du tout ce que donnent les données scientifiques. On est très très inégaux. Et donc quand vous rajoutez plein de strates sociales, culturelles, ça fait que la progression, elle est évidemment absolument pas aussi facile qu'on pourrait le rêver dans le monde les mêmes chances à tout le monde en réalité. Mais c'est une histoire qu'il faut raconter au sens où c'est quelque chose qui reste possible. D'abord parce qu'il y a énormément de cas. Il y a énormément de gens qui réussissent partant de rien.
D'ailleurs, c'est le cas de Bourdieu en premier Des cas. transfuges de classe. Oui, on appelle ça transfuge de classe, mais en fait, ça a toujours été l'histoire. Ce sont des gens qui, doués de grandes capacités et à qui on a pu donner la chance, parce que vous pouvez avoir des capacités, mais le système est tellement bloqué que vous pouvez pas rentrer. Mais ce dont il faut s'assurer, c'est que les gens qui ont les capacités et les moyens de pouvoir obtenir les places sociales, évidemment. C'est pour ça que les concours anonymes sont une bonne chose et étaient meilleurs que si on a créé l'École nationale d'administration en France, l'ENA, c'était parce qu'avant c'était Sciences Po et que du coup c'était une forme de cooptation sociale. C'était pour... donc le concours anonyme est là et c'est la meilleure façon qu'on a trouvée pour y répondre. Ce qui est terrible, c'est que la gauche a fini par critiquer ces concours en expliquant que les conditions même du concours, la culture générale ou d'ailleurs les mathématiques étaient viciées puisque elles-mêmes étaient mises en place pour défaire la possibilité pour les gens moins élevés d'arriver, pour bien maîtriser. Mais à ce moment-là, c'était la preuve qu'on avait intégré, intériorisé des codes et que ces codes, évidemment, nous donnaient les clés. Exactement. Mais à ce moment-là, vous délégitimez tout système de sélection sociale et vous en venez à des quotas qui sont, à mon avis, extrêmement pervers et toxiques pour la société. C'est la logique opérante aujourd'hui, celle des quotas. Et hélas, il y a énormément d'illusions et puis une volonté d'ailleurs d'aveuglement terrible sur ce qui fait réellement les causes des inégalités. Avec un ressentiment grand et politiquement, c'est devenu un carburant aux États-Unis, on l'a vu, cette logique des quotas, comprise ou non, et pardonnez le mot, intuitionnée par beaucoup, a donné des ailes à un candidat comme Trump qui a eu l'audace ou le courage, je ne sais pas comment dire, de nommer certains problèmes, y compris sur ces enjeux de quotas. Bien sûr, ces quotas dans les universités, dont il faut dire que quand vous mettez des quotas, ça profite aux gens pour qui les quotas sont faits, mais c'est contre ceux qui, évidemment, du coup, sont exclus, en particulier les étudiants asiatiques, dont les statistiques montrent que c'est effrayant, c'est-à-dire qu'ils sont massivement exclus, alors que dans un système purement anonyme sur des résultats objectifs, il serait 2/3, si ce n'est pas plus, de la promotion. C'est donc dire qu'un monde qui serait purement méritocratique serait absolument inacceptable. Serait un monde très inégalitaire. Voilà. La réalité, c'est que les inégalités sont naturelles, puisque nous ne sommes naturellement pas égaux. Et donc, il faut accepter que si vous avez de la liberté, vous avez des inégalités. Si vous n'avez pas d'inégalité, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Alors, ça nous amène au petit dernier, ne faites plus d'études. Est-ce qu'on ne pourrait pas postuler que l'IA, l'intelligence artificielle, soit le Great Equalizer? Oui, c'est un peu ce qu'il est. Que ça permette de rajuster les compteurs et qu'il y ait enfin une justice en ce monde? Quelque part, une justice au sens où on va tous devenir inutiles. Donc, on sera égaux dans l'inutilité. Alors, c'est vrai que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très frappant. C'est même un peu amoral, enfin immoral, même pire que ça, puisque les moins bons sont ceux qui sont le plus augmentés par l'IA. Donc, en fait, c'est ceux qui ont le moins bossé qui vont être le plus augmentés par l'intelligence artificielle. On peut tout à fait le comprendre. Si vous avez beaucoup travaillé, comme je l'avais fait autrefois, pour bien maîtriser ma langue, savoir très bien écrire, c'est des milliers d'heures de travail. Et tout d'un coup, le beau mail ou le beau texte va pouvoir être écrit par n'importe qui n'aura jamais rien fait d'autre que de jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est quelque part, c'est très injuste. Mais attention, c'est peut-être un peu en trompe-l'œil. Parce que ce que nous racontons dans le livre... C'est une justice maléfique. Oui, alors je ne sais pas si c'est une justice, c'est une égalisation par le bas, enfin non par le haut en l'occurrence, mais plutôt en trompe-l'œil. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on va plus loin, ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que la capacité à vraiment avoir une valeur ajoutée face à la production de la machine, c'est ça qui va demain faire votre employabilité. S'il s'agit juste de faire copier-coller ou de faire un prompt rapide, n'importe qui peut le faire et à ce moment-là, on n'aura même pas besoin de vous pour ça. Donc la vraie différence, elle va être dans ceux qui vont être capables d'ajouter une couche, de critiquer ce qui a été fait par la machine, de l'améliorer, d'aller un peu plus loin. Et là, ça demande beaucoup plus de compétences. Et de développer un esprit critique qui n'est pas toujours pour autant enseigné à l'université ou ailleurs. Parce que vous disiez tout à l'heure, au contraire, c'est une fabrique de consentement. En fait, je suis en train de paraphraser Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Mais il n'avait pas tort. Je pense que l'intuition était très forte. Non. C'est que ça commence très, très, très tôt. Et à aucun moment de sa vie, on se dit je colle au système. Non, c'est que c'est depuis très, très tôt, depuis la maternelle, on apprend à comprendre les codes, on apprend à lire ou voir où sont les clous, même s'ils ne sont pas apparents, et de s'y conformer. Donc, est-ce que l'esprit critique est aujourd'hui le facteur différentiel, distinctif, et est-ce que ça s'apprend?
Je pense de plus en plus que c'est le facteur différentiel. Est-ce que ça s'apprend? Sans doute. Est-ce que l'université le fait de moins en moins? Et c'est le très grand livre du professeur Alan Bloom, The Clothing of the American Mind, c'est-à-dire qui est traduit en français sur le déclin de la culture générale. Mais effectivement, j'aurais préféré qu'il traduisasse de façon plus littérale. Mais l'idée que c'est en fait la fin de la culture générale, la fermeture de l'esprit, il aurait fallu dire, mais ça sonnait probablement pas bien. Mais le déclin de la culture générale, c'est bien ça l'idée de Bloom, c'est que si tu ne comprends plus l'histoire profondément, l'histoire des idées, l'histoire des faits, tu deviens une sorte d'analphabète du monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, une partie des études aujourd'hui sont des études beaucoup en trompe-l'œil. La qualité d'un bac plus 5 est absolument en chute libre. La plupart du temps, c'est quelques partiels un peu paresseux, vous ne savez pas grand-chose. Et malheureusement, dans certaines universités, ça en devient même la fabrique du dogme, en fait. À Annonay, le petit livre rouge de Mao, son adaptation, woke, n'est-ce pas? Et c'est justement qui n'est plus suffisant, je crois. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup plus. Il faut aller beaucoup. Notre message dans le livre, c'est apprenez beaucoup plus, soyez beaucoup plus exigeants. Il va falloir beaucoup plus travailler que oui, parce que les feignasses sont condamnés, paradoxalement. Ce n'est pas pour les grosses feignasses, paradoxalement, parce que vous avez l'impression que les technologies vont tout faire pour vous, mais non, pas du tout. Il va falloir être beaucoup plus exigeant. Ça va être beaucoup plus dur d'être utile à l'économie et au monde. Je ne veux pas entrer dans votre vie privée, mais je le ferai. Vous avez des enfants, dont une 4. Ou un. Oui. Donc, dernier qui a 12 mois. Dernière ou dernier? Dernière. Est-ce que vous lui souhaitez de ne pas aller à l'université? Je pense qu'elle va devoir étudier, et mes autres enfants aussi, de façon très différente, en pouvant prendre le temps, parce que la vie va être très longue. Probablement pour eux, de façon inouïe d'ailleurs. Il faut prendre le temps pour trouver ce qui le meut, ce qui les fait bouger. Je crois que mes vrais conseils que je leur donnerais, c'est pas de faire telle chose ou telle chose, de se spécialiser le plus tard possible. Ça fait très longtemps que je milite à l'université pour une sorte de propédeutique, c'est-à-dire en fait 2 années qui seraient des années très généralistes, parce qu'on se tronc commun. Oui, un tronc commun de culture générale, de compréhension. C'est dommage. Mais c'est les humanités comme on les enseignait. Exactement. Les humanités, chez Cicéron, qui est celui qui a proposé le terme d'humanitas, les humanitas, c'est les savoirs nécessaires pour devenir vraiment humain. C'est pour ça que ça s'appelle humanitas. C'est-à-dire, sous-entendu, si on ne les a pas, c'est qu'on n'est pas vraiment humain. C'est-à-dire des choses qui sont nécessaires. Et donc machine, donc soumis, c'est-à-dire soumis à d'autres gens qui vont décider, réfléchir à votre place. Donc, ce corps de grosse culture générale, en fait, c'est quasiment la prépa, en fait, que je recommanderais à tout le monde. C'est-à-dire pourquoi pas plus, de classes préparatoires au sens d'exigence, de travail intensif, de curiosité. Voilà, c'est ça. Pour nous faire, alors je déteste ce genre d'expression, mais comme humains et non pas pour accroître notre compétence, parce que de toute façon, cette compétence technique, elle est jouée d'avance. Oui, que la machine, ou elle viendra en sus. C'est-à-dire mais la machine sera toujours plus compétente que nous maintenant, de toute façon. Oui, mais il y a plein de choses à inventer quand même. Et puis, on va avoir besoin d'humains d'abord pour valider, pour prendre la responsabilité, pour coordonner aussi le travail de machine. Alors c'est vrai qu'à long terme, on peut imaginer plein de scénarios, soit utopiques, soit dystopiques, sur le futur de la société, mais peut-être la disparition de l'emploi, peut-être une sorte d'IA qui va régler la répartition des biens. Mais c'est pas une hypothèse, la disparition de certains emplois. Non, la disparition, elle est sûre. La question, c'est est-ce que c'est une disparition nette ou pas? C'est-à-dire qu'on a destruction créatrice ou est-ce qu'on a destruction qui crée autre chose, sèche? Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'y a plus d'emplois ou est-ce qu'il y a encore des emplois, mais des nouveaux emplois demandant de nouvelles compétences? Notre vision dans les 20 à 30 prochaines années, peut-être qu'on se trompe, c'est qu'il va toujours falloir travailler. Voilà. Le travail va quand même être peut-être toujours moins important dans une vie toujours plus longue, mais on va avoir besoin d'hommes et de femmes pour apporter de la valeur à l'économie. Et donc, ça va être une source de distinction sociale. Je vous cite encore une fois, les métiers de la responsabilité, pour faire simple, régalien. Il va falloir un juge. Justice. Humain. Voilà. Mais subsisteront non pour mieux décider, mais pour assumer ce que l'IA décidera à notre place. Oui. Donc, c'est l'humain qui sera l'arbitre de décisions prises par la machine. Comme un radiologue est là pour tamponner des radios qui ont été vues par une IA qui, elle, a pu voir les éventuels cancers ou déterminer les choses. Et pourtant, c'est même pas dans la radiologie qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est la meilleure. Peut-être qu'il faudra un juge pour juger vraiment. On ne voudra pas être jugé par une machine, mais probablement que le juge, il aura mis un dossier dans une machine. La machine aura beaucoup facilité les choses, accéléré, voire donné un projet de décision. Et c'est le juge qui va dire oui, non. Ça ne sera pas d'ailleurs, entre nous, la justice ne sera pas moins bien rendue par l'intelligence artificielle.
artificielle, mais il va falloir quelqu'un qui va effectivement valider, prendre la responsabilité. Il y a cette idée, quant à moi, mythifiée de ce que tout ça pourrait être neutre. Comme on dit de l'état de droit, que c'est une chose neutre. Oui. Et que quand on s'attaque à l'idée de l'état de droit, on commet un crime absolu, puisqu'après tout, il n'incarne aucune idéologie. Oui. Je dis, c'est totalement faux. Évidemment Alors, pas. de la même manière, je fais l'hypothèse que l'IA est programmable. Elle pourra avoir des billets. Elle a déjà des billets. De toute façon, ça s'est avéré de façon caricaturale avec ces présidents américains noirs qui sont apparus quand on demandait à la machine de nous présenter de ces portraits. Puis on dit, mais non, ils n'étaient pas noirs. Oui. Peut-être eût-il fallu qu'ils le soient, mais ils ne l'étaient pas. Même chose pour les algorithmes. Il y a des biais dans les algorithmes très opérants. Donc, est-ce que ça prendra des juges humains pour estimer ce que la machine nous dit est correct ou non? C'est une des grandes angoisses. Et alors, dans les nouvelles, on donne des recommandations aux étudiants et puis on donne des nouveaux droits aux étudiants. Les nouveaux droits des étudiants demain qui étudieront avec une intelligence artificielle. Il y a la question de la neutralité et du pluralisme. Car en effet, ChatGPT n'est pas neutre. La neutralité, en effet, n'est pas de ce monde. Il y a toujours des points de vue, mais au moins peut-on essayer de tendre vers la neutralité, c'est-à-dire essayer d'être neutre axiologiquement en montrant les pour et les contre, en montrant les débats de façon le moins engagé possible. Mais ça n'empêche pas qu'il faut une forme de pluralisme. Mais c'est un idéalisme, ce que vous décrivez là. Parce que je ne connais personne qui est idéologiquement animé et qui veut le rappeler à ceux qui l'écoutent. Parce qu'en général, il est toujours à opérer de manière neutre pour l'intérêt général. Si un journal neutre était possible, ce serait formidable qu'il existe, mais il n'y en a pas. Donc le mieux, c'est de lire un journal d'un bord, un journal d'un autre, se rendre compte que la perception du monde est très différente. Et c'est là que l'analyse critique est fondamentale. L'analyse critique, c'est ce qui permet justement probablement ce balancement circonspect. On dit beaucoup à Sciences Po, vous savez, c'est le plan thèse-antithèse. Ça a été beaucoup ridiculisé et moqué, mais en fait, c'est très puissant intellectuellement. Il faut toujours, dans toute chose, voir l'envers du décor. Et l'avers. Est-ce qu'il y a un appétit pour ça? Alors, vous êtes ici sur une tribune ou à une tribune où je reçois des gens qui ne pensent pas du tout la même chose. Oui. Et dans certains cas, je me rappelle avoir eu une néo-féministe qui a été choquée quand je lui ai dit que dans son fauteuil, la semaine précédente, il y avait Éric Zemmour. Ah oui. Elle m'a regardé. Oui. Je dis, il n'y a aucune crainte, on peut avoir un dialogue. Et je suis intéressé par ce que vous me dites, comme j'étais intéressé par ce que Zemmour avait à dire. Et je laisserai aux gens qui nous écoutent le soin de se faire une réconciliation derrière tout ça, de choisir. Mais je n'ai pas envie, moi, en amont, de décider qu'il n'y a qu'un seul silo, une seule façon de penser. Et si je vous pose la question, c'est que je réalise que c'est très difficile de proposer les deux. Qu'on est naturellement bien quand on est au chaud, quand ça pense toujours comme nous. Et je lis les commentaires. Alors, il y aura des gens pour vous détester. Il y en a déjà, je vois. Mais enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on plaît à tout le monde, vous savez, en compris sur Internet, c'est qu'on est un chaton. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que chaque semaine, je suis surpris de voir que ceux qui étaient au chaud avec la pensée de quelqu'un découvrent que quelqu'un qui pense un peu différemment est odieux et horrible. Mais la semaine d'avant, ils étaient pour la pluralité parce que c'était la pluralité qui faisait leur bonheur à eux. Donc, je reviens, excusez-moi, longue digression, mais sur notre capacité réelle à gérer les ambiguïtés, les contradictions. Lire un journal et son contraire. J'en connais peu qui font ça, finalement. C'est très, très dur. D'ailleurs, moi-même, je plaide coupable. Je ne suis pas certain que sur mon fil, sur X ou sur les réseaux sociaux, j'aille vraiment voir. Au bout d'un moment, je suis importuné, énervé par la pensée qui n'est pas la vôtre. Alternative. Et puis, c'est vrai que c'est toujours sympa d'être dans sa bulle de filtre. On a tous envie d'être avec des amis qui sont plutôt d'accord sur l'essentiel. C'est jamais très simple, y compris ou dans un couple, d'être différent. Et j'en connais, mais je suis toujours étonné que ça soit possible. Donc, l'altérité est quelque chose qu'on souhaite, mais qu'on habite mal. Oui, exactement. Mais c'est là où moi j'ai un ethos universitaire qui fait que déjà je pense être capable de changer d'avis et surtout je soupçonne toujours que j'ai peut-être tort. Voilà. Après il y a des faits, genre l'eau bout à 100 degrés, on peut pas raconter n'importe quoi non plus. C'est pas anything goes. Mais je me dis toujours que les autres ont une part de vérité. C'est un peu comme j'aime bien un certain type de musique, mais ceux qui écoutent une musique totalement différente que j'ai absolument pas envie d'écouter, ils ont une part de vérité aussi. Voilà. Il y a une part de vérité dans chacun sa part de vrai, sa part de... Alors, c'est pas du relativisme, c'est l'idée qu'il y a
façon différente tout de même de voir et qu'il les faut surtout ne sensibilités sont pas pas les être enfermé. Et moi, ce qui me choque, c'est quand on ne veut pas entendre le point de vue des autres. Quand on ne se parle plus, en plus, démocratiquement, c'est là que les choses... Et c'est d'ailleurs malheureusement un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plutôt c'est des monologues juxtaposés plutôt que des dialogues, en réalité, la plupart du temps. C'est-à-dire de plus en plus de mal pour certains partis politiques à rentrer sur un terrain commun de réflexion et d'argumentation. On est plutôt dans deux visions du monde alternatives, irréductibles l'une à l'autre, qui sont totalement différentes et qui ne peuvent pas se parler. Et qui se nourrissent de la détestation de l'autre point de vue. Oui. C'est-à-dire qu'on se satisfait de ne pas aimer et même de détester ce que l'autre pense, au point où c'est presque plus important que ce qu'on pense pour soi. Je ne sais pas si ça fait sens, mais je le sens souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on se définit dans la négative, en fait, par ce que l'on déteste. On parlait tout à l'heure du cerveau de chasseur-cueilleur. Ce qui est très drôle, c'est que les biologistes montrent bien que notre cerveau n'a jamais été calibré pour trouver la vérité. Car dans l'état de la nature, la vérité, on s'en fout. Notre cerveau était calibré pour trouver des accords, des coopérations pour survivre, n'est-ce pas? Et donc son but, c'est de survivre. Il faut toujours prendre en compte ça. Et donc le réel n'a aucune importance. L'important, c'est ce qu'on peut d'ailleurs expliquer pourquoi les intellectuels se trompent collectivement avec autant de bonheur, parce que c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus important de faire partie du groupe autour de l'erreur, autour du mensonge, que d'être tout seul dans le réel. Vous voyez ? Parce que c'est ce que nous crie notre cerveau, c'est malheureusement tout à fait naturel et logique. On n'a aucune appétence à avoir raison, mais seul et en étant au froid. Parce que le but du jeu, c'est la survie et la transmission des gènes, c'est pas découvrir la réalité. Voilà. Mais peut-être que ça explique donc aussi beaucoup l'évolution de la pensée. C'est possible de se tromper longtemps. L'outil n'a pas été conçu pour ça. Voilà. Vous avez lu, comme moi, avec, je pense, beaucoup d'intérêt, Peter Turchin, en français traduit pour son dernier livre par Le chaos qui vient. Oui. Et ce que l'on dit est adjacent à ce qu'il dit, entre autres, qu'il y a en ce moment une surproduction d'élite, que les universités font beaucoup trop de diplômés inutiles et que c'est le premier indicateur ou un des premiers indicateurs avec les écarts de richesse d'une instabilité et possiblement d'une violence dans une société. Oui, parce que ça crée beaucoup d'amertume de gens qui pensent ne pas avoir la place sociale qu'ils méritent. Alors je dis pense parce qu'il y a aussi des créations de pseudo-élites en quelque sorte, avec des diplômes qui sont beaucoup des médailles en chocolat ou des assignats, mais qui officiellement vous donnez une certaine place dans la société et vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée deux choses. Ça crée des gens déjà qui ont beaucoup de temps libre, de plus en plus pour réfléchir à leur amertume et qui sont très très opposés au système et qui ont toutes les raisons de vouloir le renverser puisqu'ils estiment que ce système ne leur donne pas leur place. Donc c'est bien ce que montre ce livre. Historiquement, ça marche de façon très très intéressante quand il fait tous les cas historiques et on ne peut pas ne pas dire qu'aujourd'hui nous sommes à nouveau dans ce cas-là de façon extrêmement frappante et du coup ça annoncerait des révolutions à venir. Ce n'est pas le cas ici en France, ce n'est pas le cas tout à fait non plus au Canada, mais je me suis souvent fait la réflexion aux États-Unis, par exemple, où l'éducation coûte très, très cher. On ne permet pas à un jeune de boire avant 21 ans pour le protéger, mais on est prêt à le laisser s'engager dans un parcours universitaire qui fera de lui un esclave de sa dette quand il sortira de l'université. Je trouve ça absurde. Ce surendettement des étudiants américains est, à mon avis, une bombe à retardement. Alors, on le sait parce que ça fait une dette totale qui est absolument énorme, mais c'est une bombe quand vous n'avez pas les bénéfices professionnels après de cet de cet investissement. Alors peut-être pour les meilleures universités, ça peut être encore rentable, mais pour les autres, ça veut dire que vous êtes incroyablement endetté pour un diplôme qui ne vous rapporte absolument rien. Et donc, c'est non seulement vous commencez avec rien, mais vous commencez avec un boulet. Et donc, c'est c'est explosif. Je crois que c'est tout le modèle des universités, d'ailleurs, qui est probablement à revoir avec cette explosion des coûts qui est totalement absurde.
qui est lié au fait que vous êtes obligé d'avoir des professeurs qui coûtent de plus en plus cher parce qu'il faut qu'il y ait des professeurs publiants, mais que ça n'a absolument rien à voir avec le type de savoir que vous allez transmettre, qui n'a absolument rien à voir avec des stars qui coûtent extrêmement cher et qui d'ailleurs en général n'ont pas du tout envie d'enseigner d'ailleurs. De plus en plus, on risque d'avoir deux universités, des universités de recherche, puis des universités et des universités d'enseignement. Au moins, la France nous s'épargne ça, puisque disons que le coût, il est déjà public, puisque c'est l'État, 14 000 € par étudiant et par an, qui en assume. C'est pas rien, mais qui l'assume. C'est d'ailleurs, là encore, c'est une bombe budgétaire dont il faudrait parler. Il faut arrêter de faire des études longues et inutiles. Ce serait une économie collective formidable. On pourrait économiser collectivement en faisant en sorte qu'il y ait moins de gens qui aillent à l'université. Donc, cette aspiration, littéralement, par le haut, aller à l'université, vous allez monter en grade, c'est faux à sa face même, c'est ce que vous dites, et nous pourrions collectivement économiser si on arrêtait de valoriser ce qui ne rapporte pas. Bien sûr. En fait, ça a été un intérêt collectif qui a fait qu'on a tous eu envie de massifier. Les parents avaient l'impression comme ça que leurs enfants faisaient plus d'études qu'eux. Les enfants, c'était assez sympa parce que la vie d'étudiant est plutôt plus sympa que de travailler. C'était pas dans les chiffres du chômage, donc c'était intéressant pour les politiques. Et les professeurs y voient un avantage extraordinaire parce que plus tu as d'étudiants, plus tu as de postes. Et donc, en fait, on a tous été contents de l'augmentation massive du nombre d'étudiants, mais ça ne correspond pas à un besoin réel, à une utilité de l'économie. Alors, c'est formidable, le savoir pour le savoir, je suis le premier défenseur du savoir pour le savoir, mais pourquoi la collectivité paierait-elle pour le savoir pour le savoir? D'autant plus qu'aujourd'hui, en réalité, tout le savoir du monde est à un clic de distance. Vous avez tous les tutos du monde, tout l'apprentissage, tous les livres du monde pour très peu cher. Ce n'est plus une question d'argent. Il n'y a plus de barrière à l'entrée, en fait. La barrière à l'entrée, c'est totalement, et encore plus avec l'intelligence artificielle maintenant, vous allez pouvoir avoir dans votre poche, pour le prix d'un abonnement Netflix, un professeur de tout sur tout. Donc, il n'y a plus d'excuses au fait de ne pas savoir. C'est juste que vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu apprendre, vous n'avez pas voulu savoir. Et pourquoi aller à l'université? En tout cas, nous croyons vraiment que l'université va devoir totalement se réinventer. De façon générale, l'enseignement supérieur, et probablement l'école aussi, va devoir totalement se réinventer parce qu'il y aura de nouveaux outils, il va falloir faire évoluer la façon dont on va transmettre. On parlait demain de ce qui va continuer à être important, justement le réseau, le savoir-être, la prise de parole en public, la capacité à travailler en équipe, à travailler collectivement. C'est ça qu'il va falloir transmettre. C'est plus du tout dans les enseignements, un enseignement descendant des faits qui vont pouvoir être proposés par l'intelligence artificielle. Il faudrait changer complètement la façon dont on enseigne, la répartition des cours, des heures de cours, et même le travail des professeurs qui devrait plutôt être une forme de guide ou de coach, si vous voulez. Alors même dans un scénario où, en France et ailleurs, l'éducation a un coût, mais public, je repose ma question du boulet. Consacrer 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans pour aller au bout, par exemple, d'un doctorat, est-ce que ce n'est pas un très mauvais investissement? C'est un très bon investissement si vous voulez devenir à votre tour professeur, enseignant-chercheur. OK, alors on s'entend, il y a en France, chaque année, 100 jobs qui s'ouvrent? Oui, peut-être un tout petit peu plus. On part du supérieur. Oui, du supérieur, je dirais une bonne centaine qui s'ouvrent. Mais voilà, oui, ça ne fait pas beaucoup. Non, mais c'est pour ça que c'est statistiquement insignifiant. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de domaines où objectivement, vous n'avez de vrais débouchés que dans la reproduction de l'enseignant. C'est vrai, mettons en philosophie, par exemple, un petit peu en histoire de l'art, même s'il y a pas mal de conservateurs de musées, mais sinon, il y a très peu de débouchés. Dommage que l'économie, d'ailleurs, que les entreprises n'utilisent pas plus de littéraire, comme on dit, de gens qui ont fait les sciences humaines. C'est plus, chez les anglo-saxons, on l'utilise un peu plus, on a moins de mépris pour ces études-là. Mais c'est vrai que c'est un problème. Quand vous ne formez que des gens qui ont vocation à vous remplacer en tant que professeur, théoriquement, vous n'êtes pas censé avoir les mêmes effectifs. Je constate, pour en avoir parlé avec plusieurs copains, qu'aux États-Unis, et souvent c'est les Canaries dans la mine, les jeunes hommes et femmes qui sortent des facs d'administration, convaincus qu'ils sont les milliardaires de demain, sont de moins en moins embauchés. Ils sont parmi les premières victimes de cette révolution de l'IA. C'est-à-dire que les entry-level jobs, comme on dit là-bas, les jobs qui sont donnés lorsqu'on sort de l'université à ces futurs grands cadres, on ne leur donne plus parce qu'ils ne sont plus nécessaires. Ça fera aussi beaucoup de gens
qui auront l'impression d'être floués, non? Ça aussi, c'est explosif, c'est en train de se passer au moment où l'on parle, et c'est un peu la raison pour laquelle on a écrit le livre, parce qu'on sentait la chose monter. Ce qu'on appelle, je crois, on commence à l'appeler le job apocalypse, quelque chose comme ça, hein. C'est l'idée qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle remplace d'abord les travaux d'entrée de carrière. Et donc, même si vous avez été très bien formé, y compris dans des études, vous avez vraiment appris beaucoup de choses, c'est très compliqué, encore une fois, d'avoir une valeur ajoutée face à la machine. Et je ne rencontre en ce moment que des cabinets d'avocats, de conseils, ou même des entreprises qui disent qu'ils ont énormément réduit leur embauche de juniors parce qu'objectivement, c'est eux qui sont d'abord les premiers remplacés par l'intelligence artificielle. Mais comment aurons-nous des seniors dans 25 ans s'il n'y a pas de juniors qui montent tranquillement l'escalier? Ce qui est la question à plusieurs milliards de dollars, puisque vous avez derrière non seulement un problème économique, mais un problème social sans aucun doute. Imaginez la tension sociale. Vous avez déjà une inégalité intergénérationnelle terrible avec le système des retraites en France. Imaginez si demain, dans le monde, massivement, les jeunes formés arrivent, ils n'ont plus accès déjà au logement facile, ils n'ont même plus accès au logement, au logement et même plus accès aux emplois, même s'ils ont fait les études. C'est explosif. Là, pour le coup, ils vont faire la révolution. C'est ce qu'annonce Turchin Voilà, dans exactement. Coming Chaos, ou le chaos qui vient. Ouais. Parce qu'il y aura réellement C'est un problème ressentiment. politique majeur. Sous-estimé? Sous-estimé pour l'instant. Alors, est-ce que les craintes se confirment ou pas? Dans le job apocalypse, on va le savoir dans les mois qui viennent. Alors, je vous ai posé tout à l'heure la question, si votre jeune fille un jour vous dit « j'ai absolument aucune envie d'aller à l'université », est-ce que vous la regarderez avec un sourire en lui disant « tu as tout compris ma fille » ou au contraire, parce que c'est un marqueur de succès, vous êtes le fils d'un universitaire, d'un économiste, pourrez-vous vivre à l'idée que vos enfants, peut-être, enfin je ne sais pas les plus vieux quel âge ils ont, mais imaginez les 4 ne sont pas universitaires. Ça serait honteux ou au contraire la preuve que vous avez déjà raison? Pas du tout. Alors, pour la petite histoire, mon père ne m'a jamais donné un seul conseil. Un seul, même pour mon doctorat ou mes agrégations. Il m'a toujours... je lui ai passé un coup de fil quand je les ai eus, mais c'est à peu près tout. Très bien. Donc, c'est pour la petite histoire. Et donc, il m'a jamais dit, il faut absolument que tu fasses ça. Il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression. Non, en revanche, moi, ce que je dirais à mes enfants, ce que je leur dis déjà, c'est trouver ce qui est votre genre de beauté. Ce que m'avait dit d'ailleurs un de mes professeurs à la Sorbonne, je m'en souviens, qui s'appelait Alain Renaud, qui à la retraite, maintenant professeur de philosophie morale et politique. Trouvez quel est votre genre de beauté, ce qui vous meut, ce qui vous fait bouger. Pourquoi vous avez envie de vous lever le matin? Et trouver l'emploi et la formation, l'apprentissage, le parcours d'apprentissage, mettons, qui va vous mener à mener cette vie-là. Moi, j'ai la vie la plus extraordinaire du monde par rapport à ce que j'ai envie de faire. Je faisais ce matin une conférence devant des entreprises. Là, on est en train de parler de choses qui me passionnent. J'écris des livres. Je fais des cours demain à l'université toute la journée. De mon point de vue, de ce qui me meut, j'ai la plus belle vie du monde et donc j'en suis absolument ravi. C'est ce que je conseille à mes enfants, c'est ce que je souhaite à mes enfants. J'ai fait un test pour me préparer pour cet entretien. Alors, j'ai lu scrupuleusement « Ne faites plus d'études ». Oui. Je n'ai rien lu du précédent. J'ai Oui. amorcé en disant que je m'étais intéressé. Je l'ai laissé que l'intelligence artificielle Oui. me dire ce qu'il fallait en penser. Je ne sais pas si dans les questions, ma préparation... Ça ne s'est pas vu du tout. Mais c'est formidable parce que, alors évidemment, c'est très opportuniste et ça ne sert que, je dirais, l'intérêt d'une conversation. Ça ne fera pas de moi quelqu'un de plus aguerri ou qui aura pris le plaisir de déguster les nuances que vous offrez dans un livre. Mais je trouvais le test, je n'ai jamais fait ça. Ça marche très bien. Vous pouvez vous faire résumer La recherche du temps perdu, mais c'est quand même dommage de ne pas le lire. En tout cas, pour les romans, ça marche. Ça serait beaucoup de temps perdu. Non, bien sûr. Mais pour les essais, alors peut-être que ça se justifie un peu plus, même si évidemment il y a une granularité d'exemples, d'histoires qu'on rate. Mais enfin, imaginez, j'avais rien de tel qu'aujourd'hui mettre un PDF et puis avoir l'essentiel de ce qu'il y a dans les 300 pages autrefois. C'est quand même un outil qui peut être extraordinaire. C'est dommage pour celui qui a écrit et qui a essayé de mettre plus de choses dans son livre, mais enfin bon. Mais je pense que si on l'utilise avec modération et intelligence, il y a une valeur ajoutée absolue. Voilà. Tant que ça ne remplace pas la lecture par ailleurs et puis d'autres apprentissages. Voilà. Oui, je crains que la tentation soit toujours de faire au plus court. Je termine avec cette question très concrète pour ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure, qui se sont accrochés. Oui, bravo d'ailleurs. Merci. Mais qui sont intéressés par le hack, comme on dit, par le plus court chemin. Si vous aviez à faire 3 ou 4 suggestions à l'humain qui nous a regardés et qui veut rester pertinent dans le monde d'aujourd'hui et de demain le plus longtemps possible, à la lumière de tout ce que vous avez réfléchi. Alors, lisez des livres, soyez curieux, utilisez l'IA, mais en mode apprentissage.
Il y a un mode apprentissage sur GPT-5. Vous pouvez mettre le mode. Il ne vous dit pas la réponse, il vous conduit dans la réponse. Dès que vous avez une question qui vous vient, profitez du fait que vous avez dans votre poche un professeur qui sait tout. Et non pas quelqu'un qui va faire le boulot à votre place, surtout pas, mais un professeur qui sait tout et qui vous aidera à mieux comprendre le monde, à être curieux du monde. Et n'oubliez jamais que le monde, c'est aussi le monde avec les autres. Donc, ne devenez pas seul avec votre machine, développez votre réseau. Je dis toujours aux étudiants un truc que j'aurais adoré qu'on me dise quand j'étais plus jeune, 70% de votre, si ce n'est pas 80% de votre réussite professionnelle, viendra du fait que vous avez su être apprécié des gens avec qui vous travaillez. Nourrir nos relations. Exactement. Et ça ne va pas s'arrêter avec l'intelligence artificielle. Non, au contraire, en fait. On appelle ça le réseau, mais je trouve ça un peu froid comme expression. C'est soyez appréciés des gens avec qui vous travaillez. Voilà. Ça, c'est le secret. Vous êtes inquiet, vous, de l'intelligence artificielle? Parce qu'en préambule, alors là, ça, c'est moi qui l'ai lu, vous dites, oui. Ce livre naît d'une panique. Oui. Le monde ne sera plus jamais le même. Alors ça, c'est pas tout à fait nouveau. Je pense que d'autres gens avant vous ont constaté que le monde ne serait jamais plus le même, mais il naît d'une panique. Donc, vous êtes inquiet. Je suis très inquiet parce qu'il y a des conséquences aussi négatives. Il y a des gens qui vont lâcher la rampe. Il y a des gens qui n'arriveront pas à être dans cette activité face à la machine. C'est pour ça qu'on tire le signal d'alarme. Il y a des gens qui vont se lancer dans des études de médecine pendant 10 ans et qui vont arriver, il n'y aura plus du tout le même métier parce que l'IA est déjà meilleure que les médecins en diagnostic. Donc c'est une nécessité, je crois, de notre part, qui nous sommes du côté, Laurent et moi quand même, plutôt, ça y est, on a déjà fait une partie de notre vie, on a déjà notre position sociale grâce justement à cette rareté de l'intelligence qui existait autrefois. C'est notre devoir de prévenir que le monde est en train de changer et qu'il y a plein de scénarios possibles. On n'est pas tout à fait sûr. On essaye de les mettre sur la table. En tout cas, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, soyez conscients que d'ici 20-30 ans, le monde va prodigieusement changer, donc il faut s'y adapter. Et c'est le paradoxe. Alors qu'il est plus facile d'avoir des réponses à tout, ceux qui tireront leur épingle du jeu sont ceux qui bosseront le plus fort. Et quand je dis bosser, ce n'est pas que le travail productif et rémunéré, mais c'est aussi justement notre gestion des loisirs. Les loisirs ne sont plus innocents. On doit continuellement se construire, jamais abandonner. Vous le disiez, c'est courir pour faire du surplace. Et dans le meilleur des cas. Exactement, c'est le paradoxe de la Reine Rouge. Mais je dis à mes étudiants, vous savez, on vous demandera des comptes sur les heures en dehors des heures de cours. Les heures de cours, c'est le minimum. Vous aurez la ligne sur le CV du master, très bien. Mais on vous demandera des comptes sur tout le reste. Qu'est-ce que vous avez fait de toutes les heures à côté? Parce qu'en réalité, les heures de cours, c'est pas grand-chose, c'est pas énorme. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez créé une entreprise, piloté une association, fait du sport, vraiment voyagé, sport à haut niveau, vraiment voyagé, créé quelque chose? Voilà. Si vous avez juste parcouru la rue de la Soif de haut en bas et de bas en haut, c'est un peu court. Et j'ai dit tout à l'heure que je terminais, mais vous venez d'ouvrir une dernière parenthèse, le vraiment voyager. Vous en parlez. Cette idée qu'on se déplace, on se divertit en voyage sans pour autant voyager. C'est-à-dire jamais avec l'objectif de créer un dépaysement, de se mettre à risque, d'aller vers un vertige qui est celui d'un pays, d'une culture, de gens qui sont différents. Et avec le risque, d'ailleurs, de ne pas être content, de ne pas être satisfait. Parce que c'est ça, voyager, pour moi. Je suis très critique du tourisme de masse où, en fait, on embarque sa vision du monde et tout en ne comprenant pas et en passant très, très vite, comme vous regardiez devant votre télévision, en fait, un documentaire. Je crois que originellement, le tourisme, c'est le grand tour, vous savez, des lords anglais. Qui allaient vraiment, avant leur vie adulte, aller faire une sorte de voyage initiatique. Un pèlerinage vers l'altérité, évidemment, c'est Lord Byron et toutes ces choses-là. Et c'est devenu une façon de vous désennuyer, en fait, en quelque sorte. C'est un peu aristocratique comme vision des choses, Olivier totalement. Babot. Vous assumez donc. Aristocratique, mais pas au sens nécessairement reproduction, etc. C'est Aristoï, c'est les meilleurs. Voilà. C'est-à-dire les plus exigeants, en réalité. Voilà. Oui, mais les plus exigeants avaient les moyens de l'être. C'est-à-dire que Lord Byron et d'autres avaient les moyens aussi de larguer la vie productive pendant un an pour aller se faire. Il n'y avait qu'eux qui pouvaient le faire. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que c'est devenu à la portée de beaucoup de gens, heureusement. Je dirais de la même manière, il faut être archidiplômé et universitaire comme vous pour dire que l'université aujourd'hui, c'est un peu inutile. Oui, c'est comme les gens qui méprisent l'intelligence, c'est toujours ceux qui ont les plus hauts QI. Oui, c'est pour ça que j'apprécie, moi, l'intelligence. Moi aussi.
aussi. Parce que je ne suis pas dans la catégorie des hauts QI. Ne faites plus d'études. Alors, c'est celui que j'ai embrassé et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je le recommande. Merci à mon ami Emmanuel Le Chypre qui a favorisé cette rencontre. Emmanuel. J'espère que vous reviendrez nous voir à Contact. Si ça vous a plu, comme chaque semaine, je vous suggère de le faire savoir, de nous liker, de nous aimer. Contactez l'intelligence artificielle et dites-lui qu'il faut venir nous écouter Babo. À très bientôt.